depuis 2011, on a créé la coopérative Enercop en Languedoc-Roussillon. Donc, je ne rentre pas dans le détail d'Enercop, du principe du fournisseur d'électricité coopératif, mais en créant la coopérative ici à Montpellier, deux anciens de la Compagnie du Vent, on avait vraiment envie d'avoir des missions d'accompagnement de projets, d'accompagnement des territoires pour faire aboutir des projets de qualité. Et, euh, et donc, parmi les projets accompagnés sur lesquels on a pu travailler, il y en a un qui a été assez décisif, en tout cas pour structurer une activité dans ce thème-là. C'était un projet, on va dire, de co-développement sur un terrain pollué à proximité d'un site Areva à côté de Narbonne. Donc le site, c'est Areva Malvézy, où il y a l'enrichissement d'uranium qui se fait. Et tout le terrain, il y a une zone de protection Céveso autour de l'usine. Et donc, c'est des terrains qui sont inutilisables pour l'agriculture. Donc, ils ont évolué en un projet de parc centrale photovoltaïque au sol de 12 mégas, voilà, sur ces terrains pollués. Donc, c'est un projet du coup qui a permis de structurer une procédure ou des étapes, en tout cas, pour faire un co-développement, parce qu'il y avait des acteurs du territoire qui disaient on a un terrain pollué, on aimerait en faire quelque chose. Si possible, faire un projet qui soit coopératif, dans le sens où il y a plein de manières de voir coopératif, mais dans le sens où il y a plusieurs acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui vont travailler ensemble, et dans le sens où on pourrait impliquer les citoyens. Et donc, il y a une association qui a été créée qui s'appelait Énergie participative du Narbonnais, qui est regroupée Areva, qui est le propriétaire des terrains, l'ancien agriculteur, l'ancien exploitant sur ces terrains-là, l'agglomération du Grand Narbonne, le syndicat audois d'énergie, le parc naturel régional de la Narbonnaise, la chambre d'agriculture de l'Aude, Arteris, qui est la coopérative agricole. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et cette association-là, du coup, c'est structuré, a défini une gouvernance, a défini des attentes. Et dans les attentes, la première mission de cette association, c'était donc développer un parc solaire coopératif sur ces terrains pollués. Et donc, en fait, ça a été finalement très vite, il faut choisir un partenaire, un développeur de projet qui, lui, va porter le risque des études, qui va porter ses compétences pour développer le projet photovoltaïque du coup, sur ce terrain de 20, qui fait 20-25 hectares, porter ce risque des études, et puis on partagera l'investissement à la fin. Donc, en fait, on a travaillé dans une optique donc co-développement avec cette association pour euh, définir un cahier des charges, consulter pour avoir des candidatures de développeurs qui voulaient venir faire un projet partagé de centrale photovoltaïque sur ces terrains-là, échanger, avoir des entretiens oraux, challenger un peu la shortlist des meilleures offres qu'il y avait pu avoir. Donc là, ici, je me rappelle bien, il y en avait 4 qui avaient des offres qui étaient de qualité, on va dire. Et une fois que le développeur a été choisi, donc là sur ce projet-là, c'est Valorem, construire le partenariat très concrètement, c'est-à-dire qu'il y avait une association avec plein d'acteurs publics, essentiellement publics dans cette association-là, puis un développeur. Donc, il y a une société de projet qui s'est créée, qui s'appelle Soleil Participatif du Narbonnais, pour faire original. Et c'est dans cette société de projet-là, il était convenu que Valorem a 50% du capital et le territoire se répartit 50% du capital. Donc, dans les statuts, il n'y a pas grand-chose, en fait, d'autre qu'il y a tant de parts pour Valorem et tant de parts pour le syndicat d'énergie, tant de parts pour le Grand Narbonne, où pour le coup, c'est SACEM qui investit, etc. Mais c'est plutôt gros boulot sur le pacte d'associés, qui était de définir les règles de gouvernance, la prise de décision, la valorisation du développement, la rentabilité du projet pour Valorem, pour le territoire, comment faire en sorte d'avoir vraiment le leitmotiv, c'était 100% du risque porté jusqu'au closing financier par Valorem et rentabilité complètement partagée. Donc, c'était vraiment déséquilibré dans le sens où Valorem prend tout le risque, mais n'a pas plus de rentabilité que le territoire. Donc, c'est ce qui se met en place concrètement. On pourra en parler un peu. Et puis, je pense qu'il y a dans les supports que vous a montré Arnaud, c'est quelque chose qui est évoqué. Donc, à l'époque, il y avait vraiment Valorem qui avait candidaté avec une certaine maturité dans ce genre de montage-là. C'était en 2014. On avait aussi Quadrant, Urbasolar, Valeco qui avaient fait des offres.
Et depuis, c'est quelque chose, que ce soit l'investissement, financement participatif ou des montages un peu hybrides public-privé qui étaient très rares il y a une certaine époque, se sont un peu plus répandus, on va dire. Et c'est vrai qu'on voit que les développeurs sentent le vent tourner, sentent qu'il faut vraiment qu'ils s'adaptent à ce nouveau mode de partage des décisions du projet, de la rentabilité du projet. Donc là, je me suis une petite liste tout à l'heure. C'est vrai que depuis 2014, finalement, on s'est retrouvé à être impliqués, nous, sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur des projets qui impliquent donc en co-développement des développeurs qui soient du Valorem, il y a Engie, il y a Volvé, il y a Quadrant, il y a Nordex, il y a EDF. Donc tout le monde y va, tout le monde teste un peu. Il y en a qui font des marches arrière, d'autres qui ne font pas. Donc les stratégies des développeurs peuvent être différentes, mais en tout cas, c'est le sens de l'histoire, on va dire, d'avoir ces projets partagés. Et puis, euh, d'une manière assez presque paradoxale, de vouloir mettre le curseur le plus loin possible, dans le sens le territoire décide de tout pour être sûr qu'on ne va pas se faire filouter par le développeur. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'il y a plein de décisions où il n'y a aucun intérêt d'y participer quand on a un territoire, que c'est plutôt ralentir le projet. Donc, c'est comment on place le curseur pour que le portage du risque, que ce soit du financier, que ce soit du risque politique, du risque social, soit bien ventilé entre les différents acteurs, donc le développeur et les autres. Comment on arrive à maximiser la rentabilité d'un projet pour le territoire sans plomber la rentabilité globale du projet. Arnaud m'a fait passer un ou deux questionnements que vous aviez peut-être, en tout cas. Mais tout ça pour vous dire que juste pour terminer sur l'intro, on travaillait juste sur un pacte d'associés parce qu'on était arrivé assez tard dans le projet. Finalement, le projet la société de projet était créée très rapidement pour le projet sur Narbonne. Mais aujourd'hui, on a travaillé sur des chartes de co-développement, sur des tableaux de répartition des missions, sur des lettres d'intention. Il y a plein des formats qui sont assez différents finalement d'un développeur à l'autre, mais des espèces de règles de gouvernance et de protection des intérêts qui restent là d'un développeur à l'autre, on va dire. Mais aujourd'hui, il y a une panoplie d'outils qui permettent de sécuriser le travail avec un développeur, qu'il soit déjà là ou que vous les mettiez en concurrence pour choisir le meilleur, celui qui vous correspond le mieux. Très bien. Merci Guillaume. C'était, je pense, juste ce qu'il faut pour revenir sur les apprentissages de ce matin et lancer la discussion. Est-ce que vous avez des questions à poser du coup à Guillaume? Vous l'avez compris, qui se positionne en AMO, qui fait de l'accompagnement de collectivités, beaucoup dans ce processus de négociation, montage, partenarial avec les privés. Voilà. Est-ce que c'est juste sur la genèse du projet, qui a été à l'initiative de la création de l'association, qui a identifié le projet en premier, on va dire? Ok. On va prendre plusieurs questions et ensuite on te laisse répondre. Et effectivement, là, il y a un sujet, je vous en ai pas ou peu parlé ce matin, la possibilité de monter une association de préfiguration pour commencer à embarquer les différents acteurs parties prenantes, quand il y en a plusieurs, quand ils sont nombreux. Tu nous diras qu'il y a dans l'assaut, mais il y a du monde. Je veux dire, c'est à la mesure de l'intérêt territorial que suscite le projet, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'essaie de reformuler. Vous me dites si là, ce qui vous a suscité votre interrogation, c'est l'emploi du mot coopératif, d'un parc coopératif dans ce cas-là. Et pour vous, principe coopératif, c'est une personne, une voix. Du coup, vous vous demandez comment une coopérative avec plein de gens qui ont une ou 10 ou 100 parts sociales, qui ont tous le même poids dans la décision, comment prennent-ils des décisions? Est-ce que c'est efficace? Voilà. Donc, Guillaume, est-ce que tu vas pouvoir clarifier? Est-ce que c'est la société de projet qui est coopérative ou est-ce que la gouvernance à l'intérieur, une personne, une voix? Est-ce que Guillaume, tu pourras nous faire part de, pour toi, quelles sont les décisions les plus importantes auxquelles il faut absolument participer dans un développement de projet? Oui, complètement, ouais, complètement. Et le sujet de boîte à outils, les intérêts, ouais, carrément. Ah ouais, ok. Est-ce qu'il y a encore une question ou énergie partagée est-il dans le tour de table? Sinon, pourquoi, j'imagine? Et si oui, comment ça se répartit entre P et Enercop? On s'arrête là? Allez, premier tour de questions. On écoute tes réponses. Ok, oui, on prendra notre série après s'il faut.
Alors, si j'ai bien noté, qui a initié le projet? Alors, il se trouve que là, c'est l'agriculteur, l'exploitant du terrain. Donc, si on parle de ce projet-là, parce que depuis, il y a eu d'autres étapes, il ne faut pas se focaliser que sur ce projet en tout cas, mais effectivement, c'est celui dont je vous ai parlé, donc c'est bien de partir là-dessus. C'est l'agriculteur exploitant qui a initié le projet, qui s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Le propriétaire du terrain, Areva, a senti qu'ils avaient un coup à jouer, peut-être en termes de com, ou qu'en tout cas, il y avait rien d'autre à faire sur ce terrain. Donc, si ça permettait de mieux intégrer leur usine polluante avec une zone tampon, finalement, énergie renouvelable, ils y étaient plutôt favorables. Et clairement, les collectivités locales étaient frileuses. Le Grand Narbonne ne voulait pas s'impliquer, le syndicat Audois d'énergie à l'époque n'était pas forcément compétent sur ces sujets. Et c'est la région Languedoc-Roussillon qu'on peut remercier, qui à l'époque, Languedoc-Roussillon, du coup, a lancé en 2014 des appels à projets pour les énergies renouvelables coopératives et citoyennes, qui a décidé de rentrer au capital des Énercop Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et vraiment de changer de braquet sur le sujet des énergies renouvelables coopératives. Et donc la région a dit, il y avait l'ADEME qui était aussi co-organisatrice de cet appel à projet, mais c'est surtout la région là, qui a dit aux collectivités locales, nous on veut bien soutenir le projet sur des aides aux études, donc notamment ce qui a pu payer notre prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur de l'aide à l'investissement citoyen. Il y a une prime 1 euro apportée par la région à chaque fois qu'il y a 1 euro apporté par un citoyen. À partir du moment où les citoyens ont au moins 25% du capital de la société de projet, et je crois que c'est citoyens et collectivités peut-être. En tout cas, il y avait une vision très volontariste de la région là-dessus et qui a dit aux collectivités locales au Grand Narbonne, si vous voulez qu'on soutienne le projet, impliquez-vous dans ce projet, quoi. Donc, la création de l'association, elle a été faite finalement, au final, copilotée, je dirais, par le Grand Narbonne, par Rémi Banès, l'agriculteur, et accompagné par nous. Il y avait Pôle Énergie 11 aussi, qui est un espace info-énergie départemental, mais sur forte injonction de la région qui clairement nous dynamise tous ces projets-là. Alors qu'en 5 ans, il y a 50 coopératives citoyennes qui se sont créées ou qui impliquent des collectivités et ou des citoyens sur tout le territoire occitan maintenant. Multitude, je passe à la deuxième question du coup, multitude de... En tout cas, sans la collectivité, les projets ne se seraient pas faits, donc c'est vachement important que la collectivité soit impliquée, un minimum soutien, voire motrice sur le projet par la suite. Multitude de gens qui prennent des décisions, alors justement, c'est une très bonne question, et je pense qu'Arnaud pourrait y répondre même mieux que moi après, mais le principe, c'est que dans la société de projet, c'est la société qui va détenir les installations de production d'énergie et qui va facturer l'électricité. Donc, elle a vocation finalement, c'est une espèce de coquille qui va acheter du matériel, vendre l'électricité. Et dans son pacte, on définit les relations entre ces différents actionnaires. Et l'idée, c'est que les actionnaires qui sont nombreux, par exemple les actionnaires citoyens, ne rentrent pas en direct dans la société de projet, ils rentrent via un véhicule, en tout cas nous c'est ce qu'on propose, intermédiaire, c'est-à-dire ce qui va être cette coopérative qui va rassembler 150 citoyens, par exemple. Donc, le développeur, lui, va se retrouver à avoir comme co-actionnaire dans sa société la société d'aménagement de l'agglomération, le syndicat d'énergie et énergie partagée, par exemple. Et il peut y avoir une société coopérative citoyenne, quoi. Mais il n'y aura jamais 200 actionnaires là-dessus. Et ce que souhaitent les développeurs quand on parle avec eux, c'est de dire vous mettez autant de personnes que vous voulez dans la société de projet, mais vous les rassemblez dans un ou plusieurs paquets, mais pas un grand nombre de paquets pour que ce soit facilement gérable, quoi. On pense aux assemblées générales, aux distributions de dividendes, où c'est compliqué. Donc là, cette société qui représente le territoire, soit les collectivités sont de manière individuelle dans la société de projet, et il y a une société avec que les citoyens, soit on arrive à faire une société coopérative ou participative du territoire avec des collectivités, des citoyens, des entreprises, etc. Et l'idée, c'est que c'est au sein de cette structure-là que se gère une gouvernance coopérative, que se gère une affectation des bénéfices, etc. Et l'étage du dessus, c'est la relation avec le développeur qu'on va essayer de contractualiser de manière la plus solide possible. En termes d'outils, donc énergie partagée, quelques outils. Nous, on n'a pas non plus fait énormément de choses, mais on avait travaillé sur un cahier des charges, une grille d'analyse, un modèle de pacte et autres. En fait, plus exactement, on a repris les pactes de Valorem à l'époque, qu'on a fait évoluer pour le rendre plus compatible avec un projet du territoire, on va dire. Et ces documents-là, ils sont disponibles sur la base documentaire énergie partagée, mais je pense que Arnaud, énergie partagée, travaille sur une boîte à outils de meilleure qualité, plus compréhensible,
peut-être plus exhaustive. Voilà. Moi, quand je donne des formations aussi sur le co-développement, parce que ça m'arrive, en gros, c'est quelques modèles de documents, voilà, c'est pas beaucoup plus que ce genre de choses, une charte de co-développement et autres qui peuvent être fournies. Mais très vite, il faut faire travailler, c'est-à-dire que si vous travaillez avec un développeur, il faut lui demander de faire des propositions et vous basez sur cette proposition pour faire les retours. Moi, je n'ai pas du tout de compétences de juriste et je ne souhaite pas en avoir, mais par contre, on demande bien au développeur de faire sa proposition de pacte d'associés quand il y a un partenariat qui se met en place. Et là, sur la relecture du document, on est ultra pointilleux, ou je suis ultra pointilleux, et je vais faire le poil à gratter sur chaque décision. Et c'est écrit en français, donc c'est des choses qui se comprennent quand même. Et, euh, et on préfère s'appuyer sur une proposition du développeur et la faire évoluer que nous proposer quelque chose ex nihilo, quoi. Non seulement, enfin, déjà parce que ça lui permet d'évoluer dans un cadre qu'il connaît, le développeur, et d'évoluer vers quelque chose qui a été transformé à partir d'une base qu'il connaissait. Et de deux, parce qu'on n'est pas juriste, donc on peut juste faire des remarques et des modifications à la marge, mais pas forcément tout modifier. Sur les points importants pour les intérêts du territoire, alors ce qui est intéressant, c'est sur quel point il faut être très vigilant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, du coup, c'est très instructif, mais quand on a mis en place le co-développement avec l'association, donc il y avait l'association Énergie Participative du Narbonnais et le développeur Valorem, qui étaient les premiers deux coactionnaires de la société de projet. Puis après, il s'avère que l'association, elle va probablement être substituée par certains de ses membres qui vont vouloir investir en direct et autres. Ça, je n'entre pas trop dans le détail à ce niveau-là. Mais quand on a travaillé sur le pacte d'associés avec Valorem, on s'est dit, en termes de décision, il faut que ça soit égalitaire. Donc, Valorem aura 50% du capital. Le territoire, tout confondu, donc syndicats, au doigt d'énergie, Grand Narbonne, citoyens, 50% à peu près aussi du capital. Mais les règles de gouvernance, via ce qu'on met en place dans le pacte d'associés, notamment le comité de direction, par exemple, peuvent être complètement déconnectés du capital. C'est le principe de la coopérative aussi, où c'est une personne égale une voix. Donc, on est 100 000 euros ou 1 euro dans un projet, on a une seule voix. Donc, nous, on défend vraiment ce modèle-là, que le montant d'argent que vous avez mis dans le projet ne définit pas ce que vous avez comme poids dans les décisions. Et c'est bien comme ça que le territoire, vous pouvez exiger un certain nombre de points sur lesquels vous serez majoritaire dans les décisions vis-à-vis d'un développeur, même si vous n'êtes pas du tout majoritaire dans l'investissement. Et donc là, concrètement, nous, il y avait en dessous de 50 000 euros, il y a un comité de direction qui a été mis en place où il y avait 3 voix pour le territoire et 2 voix pour Valorem. Donc en majorité simple, 3 sur 5 pour le territoire, 2 sur 5 pour Valorem en majorité simple. Le territoire est majoritaire. Et en majorité qualifiée, je crois qu'on disait que justement, des fois, c'était la majorité des 2 tiers. Et ben là, il faut que Valorem soit aussi d'accord pour qu'une décision soit prise. Donc, on s'était mis d'accord sur en dessous de 50 000 euros, le territoire peut décider tout seul. Et au-dessus de 50 000 euros, il faut s'être mis d'accord avec Valorem parce qu'il faut que les 2 tiers des 5 voix soient d'accord là-dessus. Et c'était partir d'un postulat qui était un peu erroné de ma part, qui était de dire le territoire va vouloir défendre ses intérêts face à un développeur qui va vouloir défendre ses intérêts. Donc, il y avait d'un côté 3 représentants du territoire, de l'autre côté 2 de Valorem. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans sa vision du développement, le territoire, les 3 personnes n'avaient pas la même vision. Donc, en fait, Valorem soutenait souvent beaucoup plus une vision territoriale avec un investissement des citoyens, une redistribution locale des bénéfices, alors que les 3 collectivités n'étaient pas du tout dans cette optique-là. Il y en avait qui disaient, moi, je vais juste investir, je vais me faire un max de dividendes en tant que collectivité, je ne vais rien redistribuer et les citoyens ne participeront pas du tout. Et donc, en fait, on s'est retrouvé finalement, au lieu de faire 3 territoires de Valorem, le territoire était complètement disloqué en termes de volonté de développement territorial. Il y avait des visions qui étaient très différentes. Donc, heureusement, la région était derrière pour dire il y a eu un appel à projet, on a imposé un cadre coopératif, un cadre qui maximise les retombées pour le territoire, avec des participations aux décisions et l'investissement des citoyens. Et donc, ça a imposé certaines règles. Mais en tout cas, il y a eu vraiment, on s'est rendu compte que les collectivités se tiraient dans les pattes, ce qui est logique, hein, c'est politique, mais qu'en tout cas, c'était pas forcément aussi, on va dire, binaire que Valorem d'un côté et le territoire de l'autre. Voilà. Après, EP dans le tour de table, dans ce projet-là, eh ben, on a fait des présentations pour proposer qu'Énergie Partagée intervienne autour de table. Donc, comme vous savez, Énergie Partagée rentre
au capital, donc participent aux décisions dans une société de projet. Et là, les collectivités ont préféré mettre en place des obligations. Du coup, les citoyens ne participent pas du tout au développement de tout le projet, participent aux décisions, ne rentrent pas au capital. Et au moment de capitaliser l'investissement global du projet, on met en place des obligations dans lesquelles les citoyens viennent financer. C'est un produit financier, comme si vous laissiez votre argent à la banque. On peut dire que c'est fléché, mais vous ne participez pas aux décisions. Donc nous, petit à petit, on est sorti du projet NERCOP parce qu'on n'avait plus grand-chose à faire dans un projet qui était juste un projet financé pour le territoire. Et pour la petite histoire, alors qu'il n'y a jamais de recours sur un projet photovoltaïque au sol, c'est très rare, sur ce projet-là, il y a un recours qui est toujours en cours de jugement. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'implication des citoyens. Ça a été annoncé que ça allait être un projet participatif et les collectivités ont dit on verra plus tard, on verra plus tard. Au final, les voisins ont attaqué le projet sur des motifs plus ou moins douteux, mais qui font retarder de 6 ans quand même la mise en service. Et il y avait une base importante d'habitants, de représentants associatifs, de sociétaires NRCOP, des gens sensibilisés à ça, qui voulaient rentrer dans le projet, participer aux décisions, de soutenir, mais ils n'ont jamais été mobilisés. Donc la seule mobilisation territoriale qu'il y a pu avoir, c'était des opposants et des voisins, quoi, voilà. Donc c'est dans l'intérêt du projet de faire sortir le projet, mobiliser les gens, mobiliser les citoyens, les concerter et les faire s'exprimer sur le projet, c'est très important. Et donc les points sur lesquels c'est important, je pense, d'être vigilant dans les prises de décision, donc sur quoi le territoire doit être particulièrement vigilant vis-à-vis du développeur. Il y a des choses auxquelles on pense, ça va être la valorisation du développement, parce que le développeur va dire, moi je prends le risque, mais j'ai payé 300 000 euros d'études, mais après je valorise ce risque 300 000 euros par mégawatt. Donc en fait, le développeur qui a porté le risque pour la société de projet va venir facturer 5 millions d'euros à la société de projet, in fine, parce qu'il aura porté ce risque-là. Puis il y a des primes de succès, c'est des ordres de vendeur. Donc, là-dessus, dans la négo, dire non, il n'y aura pas de risque, ou très très peu, ou si vous valorisez votre risque, nous, territoire, on veut aussi valoriser le risque. Il y a à qui vous vendez l'électricité. Bon, après, ça dépend de comment le contrat de vente d'électricité, en tout cas, ça fait partie des gros contrats signés par la société de projet. C'est bien que vous ayez votre mot à dire. Il y a le financement de la société de projet. Soit vous avez peut-être des exigences en termes de banque, en disant on va préférer travailler avec des banques un peu plus éthiques que d'autres, ou alors de dire on va vouloir qu'un tel puisse investir, mais peut-être pas un tel, parce qu'en termes de cohérence, si on fait investir un grand mania du charbon sur ce projet-là, on va perdre en légitimité, c'est pas intéressant. Donc sur le financement global, que ce soit la dette ou que ce soit les fonds propres, c'est important que vous puissiez avoir votre mot à dire, et en particulier pour investir vous-même et faire investir le territoire. L'affectation des bénéfices également, que ce soit dans le cadre d'énergie partagée ou d'une manière plus globale. L'idée, c'est que ça ne soit pas uniquement un intérêt individuel, on va dire, que ce soit de la collectivité ou des habitants, et que 100% des bénéfices aillent dans la poche de l'investisseur, ce qu'on imagine nous en tout cas, qu'il y ait quand même une enveloppe de bénéfices communs qui soit affectée à des projets communs, qui permettent aussi d'associer le projet à de la rénovation du bâtiment, de la mise en place de jardins partagés, de plateformes de covoiturage ou des choses comme ça, qu'on puisse aussi quand même dire tous collectivement, on a contribué à des actions de transition écologique sur notre territoire. Alors que si on dit tout le monde prend son argent et après on en fait ce qu'on veut, c'est pas dit que ça soit ni réalisé ni vraiment parlant pour le grand public. Et donc les sujets sur lesquels il faut être vigilant d'une manière globale, c'est la gouvernance, parce qu'effectivement, si vous avez si le cadre de gouvernance mis en place au début vous protège, a priori, vous n'avez aucune raison de vous faire planter des coups de couteau dans le dos. Et les choses du coup auxquelles on ne pense pas forcément qui peuvent arriver, c'est le changement d'actionnaire. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des développeurs exploitants d'énergie renouvelable en France se font racheter par un des 3 gros, donc Engie, Total ou EDF. Et donc, votre partenaire, qui est la petite entreprise montpelliéraine, par exemple, qui vous aide et qui a pas mal de flexibilité dans les décisions et qui a des priorités en termes de projets de rentabilité, etc., du jour au lendemain, elle peut se faire racheter par Total et les objectifs peuvent changer. Et donc, sur une durée de vie d'un projet qui dure 20 ou 30 ans, les choses peuvent vite basculer. Donc, nous, on a vu beaucoup, la grande majorité aujourd'hui des projets, des partenariats, les partenaires ont évolué. Et vous pouvez vous retrouver à avoir un mariage forcé avec une structure que vous ne vouliez pas trop avoir.
Donc, il faut imposer, vous, dans les packs d'associés, justement, être très attentif sur les clauses de changement d'actionnaire, de cession d'actions, etc. Mais il y en a, je dirais qu'il y a une dizaine de clauses sur lesquelles il faut être attentif. Et puis après, c'est savoir comment se développe un projet. Et donc, les points de vigilance, très souvent, on a des développeurs qui vont me dire, bah, moi, je veux pas de problème, je vous offre les études, j'ai porté le risque moi-même, c'est 300 000 euros, je vous offre le coût des études. Moi, c'est le cas que j'ai vu quand j'étais à la Compagnie du Vent, qu'on a fait la société d'économie mixte. On a dit, OK, on a dit qu'on portait le risque, on porte le risque des études, donc il y en avait pour 250 ou 300 000 euros. Grand Prince. Et à côté de ça, la maîtrise d'œuvre, on s'est garanti dans le pacte d'associés que la maîtrise d'œuvre et l'exploitation du parc, c'était dédié à la Compagnie du Vent, avec des conditions qui n'étaient pas du tout remises en cause. Et donc, les 200 000 euros qui ont été gracieusement offertes au stade du développement ont été compensés par 2 millions d'euros de marge supplémentaire sur la maîtrise d'œuvre. Donc, faut se faire attention aux cadeaux et regarder toutes les étapes et négocier partout à chaque fois. Et les développeurs, ils le font. Sachez qu'aujourd'hui, ils sont tous prêts à faire des efforts, à partager la gouvernance et à partager la rentabilité. Mais pour ça, il ne faut pas les lâcher, il faut tenir bon. Ils l'ont fait, s'ils ne le font pas avec vous, ils le feront avec d'autres. Donc, une fois que vous attrapez l'os, vous ne le lâchez pas. Et à un moment, ils cèdent et ils accèdent à vos demandes, quoi. Voilà un élément de méthode. Je pense, Non, mais j'y pensais, c'était un peu comme, tu sais, tu vas voir un commerçant qui te dit, ah, je suis désolé, non, j'ai plus de. Ça, j'en ai plus. Et en fait, si tu insistes, tu vas te rendre compte qu'il en reste un peu en stock, mais qu'il se gardait pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Et donc, si tu le prends pour. Il y en a toujours pour vous, donc il ne faut pas lâcher, quoi. très bien. Merci Guillaume. Alors bon, moi j'aurais bien aimé que tu nous parles en deux mots d'un autre projet actuellement que tu as bien suivi, il me semble, en co-développement, entre justement un de tes mastodontes de l'énergie, à savoir Engie, et une coopérative d'habitants dans les Pyrénées-Orientales, KTENR. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais, bah c'est très intéressant parce que du coup, ces dernières années, les règles ont changé. Aujourd'hui, les développeurs, enfin, dans les projets qui candidatent aux appels d'offres, si vous avez 40% d'investissement du territoire, vous gagnez des points en plus. Donc, enfin, vous aurez un meilleur tarif d'achat. Donc, les développeurs se sont structurés depuis 4-5 ans sur ce montage qui permet du coup d'avoir une participation du territoire et qu'eux, ils en bénéficient avec avec des bonus en tarif d'achat. Donc, au début, c'était que des obligations. Puis maintenant, quand il y a une entrée au capital, ça permet de gagner encore plus de points. Et il y a une coopérative donc, dans les Pyrénées-Orientales, en pays catalan, côté français, qui s'appelle KTENR, qui est très dynamique, qui a commencé coopérative citoyenne, qui regroupe donc, sous format SCIC des habitants, des associations, des entreprises, des collectivités, qui a porté depuis plusieurs années, qui a été créé en 2014, grâce à l'appel à projet région aussi, qui a porté des projets de toiture photovoltaïque. Donc, ils doivent être une quinzaine de toitures collectives qui ont été réalisées. Donc, grosse mobilisation citoyenne en tout cas. Je pense qu'ils sont 250 actionnaires de toutes formes, on va dire, dans cette coopérative-là. Et ils ont eu vent, sans mauvais jeu de mots, d'un projet de Engie sur le territoire, Engie Green, du coup, commune de Banyuls et Brouillat. Et ils sont allés voir les collectivités en leur expliquant qu'aujourd'hui, une autre méthode un autre monde était possible en termes de développement des énergies renouvelables et que plus que juste toucher les loyers et les taxes, la collectivité pouvait espérer aller taper dans un gâteau qui était plus important, qui était déjà participer aux décisions d'un projet qui va être assez impactant pour le territoire, et de deux, qui était bénéficier de retombées bien plus conséquentes en tout cas. Voilà, sachant qu'en plus, il y a beaucoup d'opposition à l'éolien dans les Pyrénées-Orientales. Il y a beaucoup de tourisme et les paysages sont très importants, comme à beaucoup d'endroits, mais en tout cas, il doit y avoir 2 projets éoliens qui sont sortis en 20 ans dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, il y a eu des échanges via la collectivité avec Engie Green en disant on aimerait, vous vouliez proposer du financement participatif, on aimerait pousser les choses un peu plus loin, on aimerait vous présenter KTENR, qui est cette coopérative qui pourrait être coactionnaire d'une société de projet, donc avec Engie Green et KTENR.
Et les collectivités ont dit, nous, de toute façon, si on veut investir dans la société de projet, on le fera par le biais de KTNR, qui est la représentation du territoire. Donc, ça répond un peu à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire que vous, NJ Green, ce n'est pas compliqué. Vous aurez un interlocuteur, ça sera KTNR. Après, pour avoir les autorisations de passage, signer les accords fonciers, etc., vous aurez d'autres interlocuteurs. Et là, la mairie peut intervenir. Mais notre représentation légitime et organisée du territoire, c'est KTNR qui est consolidée par l'implication des collectivités dans ce territoire-là. Et donc, il y a eu, on est parti d'Engie Green d'une position classique, une position finalement très, qui a beaucoup évolué, où il y avait deux options. Soit c'était de faire deux sociétés de projet pour un même parc éolien. Donc, Engie Green a quelques éoliennes et KTNR a une ou quelques éoliennes. Le projet étudié ensemble. Engie Green finance les études pour tout le monde. Et puis à la fin, ça fait deux sociétés de projet. Pardon. Ça, c'est une méthode qu'on essaye en Midi-Pyrénées, ex-Midi-Pyrénées, avec du côté énergie comme Midi-Pyrénées, avec un autre projet avec Engie Green. Et nous, sur ce projet-là avec KTNR, on a dit il faut qu'il y ait un projet avec une société de projet dans lequel il y a deux actionnaires, donc Engie Green et uniquement KTNR à ce stade du projet. Et il y aura 40% pour KTNR, 60% pour Engie Green. Donc, suivant toutes les définitions qu'on peut avoir d'un projet citoyen, ça ne l'est pas. Engie Green est majoritaire dans le financement du projet, donc au capital avec 60%. Mais il y a quand même 40% pour KTNR. Et en fait, si on regarde dans le détail des décisions, il y a eu un tableau de répartition des tâches et des décisions avec qui pilote et qui participe, on va dire, qui coordonne, qui participe, et sur quoi on peut avoir un droit de veto, on va dire. Et donc, il y a eu un certain nombre de décisions, ce qui permet de dire aujourd'hui que, suivant les définitions qu'on va voir, c'est bien un projet citoyen parce que, ou un projet de territoire, parce que le territoire peut bloquer un certain nombre de choses dans les décisions. Donc, il y a eu une lettre d'intention qui a été faite, il y a eu un tableau de répartition, et en fait, évidemment, sur 35 sujets qui sont abordés, il y en a 30 qui sont pilotés par Engie Green, parce qu'en fait, c'est son métier de faire du développement de projet, et 5 qui sont pilotés par KTNR. Mais par contre, sur ces 30 qui sont pilotés par Engie Green, il y en a beaucoup sur lesquels KTNR peut dire je ne suis pas d'accord, il faut qu'on en parle. Donc, aujourd'hui, on en est au stade où il y a deux options. Soit KTNR finance sa part de développement à risque, parce que cette société de projet, donc avec Engie Green et KTNR, elle a peut-être 400 000 euros d'études à payer à risque, avec la possibilité que le projet n'aboutisse pas. Donc, il faut savoir qu'il y a obtenir une autorisation unique maintenant avec ICPE, permis de construire, et puis obtenir un tarif d'achat à la creux. Donc, ce risque-là, il peut être porté intégralement par Engie Green et sera refacturé à KTNR à la fin dans des conditions qui sont négociées. Ou alors KTNR peut dire moi j'ai un outil pour porter ma part de risque, ça s'appelle Énercité par exemple. Donc aujourd'hui on est en train de voir est-ce qu'il vaut mieux que Engie Green porte le risque pour tout le monde ou qu'il y ait une partie Engie Green, une partie Énercité. Et je dirais que c'est le mode de. Enfin, c'est un mode de montage de projet qu'on voit se reproduire assez souvent, là maintenant, une coopérative locale, parce qu'il y en a qui existent et qui ont mûri sur ce sujet, et un développeur, avec un minima du 40% par le développeur, parce qu'ils se rendent compte qu'eux, de toute façon, il faut qu'ils aillent chercher du financement participatif pour avoir des bonus. Donc, si on leur dit, en plus, on vous propose d'avoir une structure locale représentative et qui va bosser, les KTNR vont bosser, ils vont aller faire du porte-à-porte, ils vont faire des réunions d'information, ils vont légitimer le projet, ils vont aller voir les anti-éoliens, etc. Engie Green dit, honnêtement, au lieu de sortir un projet à 100% et de mettre 10 ans à le sortir, j'ai 60% du projet, mais je vais peut-être mettre que 5 ans à le sortir, donc c'est tout bénef, quoi. Sachant que j'ai juste une précision, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu anticipé, peut-être par rapport à ce que tu m'avais dit, Arnaud, puis que je vois ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, la collectivité, quel intérêt elle a à avoir sorti un projet d'énergie renouvelable? Ça peut être un intérêt économique avec les taxes, avec les loyers, voire en investissant dans le projet, un intérêt de démocratie participative en impliquant le territoire ou de transition écologique en atteignant des objectifs énergie renouvelable. Mais il y a beaucoup de projets aujourd'hui, les collectivités ne souhaitent pas investir, mais jouent leur rôle en mettant à disposition des terrains qui vont être valorisés, des moyens, des salles, des choses comme ça, mais elles disent, nous, on n'a pas d'argent de toute façon, donc si on en a à placer, oui, on en mettra, mais sinon, il y a des milliards d'euros disponibles chez nos habitants, en France, en tout cas, c'est bien des milliards, des milliers de milliards,
On va plutôt mettre chacun son rôle au bon endroit, que ce n'est pas forcément à la collectivité de porter l'investissement, sauf si elle a beaucoup d'argent, elle ne va pas savoir quoi faire, quoi. Ok, merci. J'ai une question pour savoir est-ce qu'il y avait une limite ou dans les projets que vous avez suivis de limite géographique de participatif, quoi. En gros, voilà, est-ce que quand on est sur un territoire qui est intercommunal, on dit on va laisser ouvert aux habitants de l'interco? Est-ce que on reste sur une taille communale, une taille départementale? Est-ce que c'est bloquant et jusqu'où on peut aller, quoi? Est-ce qu'il y a une taille minimum ou une taille maxi, quoi? Donc un périmètre géographique sur la participation des habitants. Oui, éventuellement, si une collectivité en fait participe au financement de la partie études-développement et se retire au moment de l'investissement, est-ce qu'elle peut valoriser son apport et sous quelle forme? Comment ça se passe, quoi? Ok, eh ben, on te laisse répondre, Guillaume. Sur les limites de territoire, Arnaud connaît bien ça aussi, mais en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Mais par contre, c'est important de laisser la priorité au territoire le plus proche de commencer à bénéficier, si on parle d'investissement, de pouvoir le proposer à un périmètre proche. Et je dirais même, si c'est un projet éolien et que il est visible de la commune voisine, le périmètre proche, il ne faut pas que ce soit la commune, il faut que ce soit la commune et par exemple les communes qui ont le parc en covisibilité ou ce genre de choses pour que justement et la collectivité c'est pareil. Aujourd'hui, on voit que les règles ont évolué quand même pour que les communes voisines puissent investir les collectivités puissent investir sur le territoire voisin, immédiatement voisin, parce que c'est bien souvent le problème. Elles sont impactées, mais elles n'ont aucun bénéfice. Ce qui peut se faire, ce qu'on a vu, c'est que c'était proposé une campagne de financement pendant 2 mois à 6%, juste la proposer aux habitants ou à des gens qui sont très locaux du projet. Et puis au bout de 2 mois, on ouvre et on fait une nouvelle campagne, peut-être avec un tout petit peu moins de rendement, sur un territoire plus large. On a un exemple d'un projet à Luc-sur-Aude, qui est un projet de centrale au sol 100% financé par des habitants. En fait, ils ont ouvert trop vite, donc il y a plein d'habitants qui n'ont pas pu, ils ont élargi trop vite, donc plein d'habitants qui n'ont pas pu investir, alors qu'il y a eu des investisseurs de Bordeaux, de Paris et autres, quoi. Et via Énergie Partagée pour investir d'un peu partout. Ça se gère en tout cas, l'ouverture, la vitesse d'ouverture, voire la rémunération différenciée, ça peut se faire aussi. Merci. Je vais faire un complément, Guillaume. Oui. Juste, du coup, au sens du bonus creux réglementaire, il y avait une notion de proximité et de territoire d'approvisionnement pour la participation des collectivités. Et puis pour les habitants, il y avait notion fallait qu'en gros ils appartiennent au département et aux départements limitrophes. Ah, ok. Pour rentrer être comptabilisés dans les 40% pour le critère. Et c'est une notion qui est en train d'être revue par le législateur. On va voir où ça en est. Je pense que vous avez suivi ça côté FNCCR, vers des notions de territoire limitrophe, commune limitrophe, département limitrophe, mais du coup plus réductrice que l'échelle département limitrophe. Je te laisse reprendre. Oui, c'est ça. Et alors après, le financement du développement par les collectivités, c'est quelque chose effectivement que je vois de plus en plus et qui est pertinent, et notamment, ça peut être des agences régionales, ça peut être des syndicats d'énergie ou des outils créés par ces syndicats d'énergie qui disent nous, on peut mettre du financement au développement et pourquoi pas de la collectivité, sachant que il faut savoir qu'il y a un risque. Le projet éolien se considère qu'il y a une chance sur 5 d'aboutir. Si je prends une collectivité, une commune qui dit on met 50 000 euros, il y a a priori 4 chances sur 5 qu'elle perde ces 50 000 euros. Donc c'est un risque vraiment à bien cerner, voilà, et qui peut être justement dilué avec l'utilisation d'outils comme Énercité, par exemple. Et l'intérêt du développeur, c'est que son métier, un des métiers de développeur, c'est clairement prendre du risque. Donc c'est d'essayer de l'exploiter au mieux, cette possibilité-là, par le développeur, de prendre ce risque-là. Mais je suis d'accord que si on prend du risque au niveau local, ça va être encore plus facile de négocier en disant maintenant le risque est partagé, donc on peut vraiment partager des décisions. Et donc, comment ça peut marcher? Là, ce que je vois récemment, c'est prise de part de capital,
à hauteur des montants nécessaires pour développer et revente des parts avant la mise en service avec une prime d'émission. Donc, c'est une valorisation qui va se faire dans la même ordre de grandeur que le développeur, qui pourrait aussi dire, par exemple, je prends 75% pour l'instant et 25% par un syndicat d'énergie. Et à la fin, le développeur descend à 50% et donc il revend ses 25% avec une prime d'émission à un certain montant, une valorisation de ce risque-là. Et les 25% de la collectivité peuvent aussi être vendus de cette manière-là. Euh, c'est, Ça, c'est une option. Sinon, je ne sais plus ce qu'on a. Enfin voilà, il y a ce principe de prime, mais il peut y avoir aussi d'avoir des comptes courants d'associés au début qui servent à financer le développement, qui sont avec des taux qui sont plus élevés, qui sont élevés et qui tiennent compte du risque. Euh, ouais, il peut y avoir aussi, si c'est pas forcément de l'argent qui a été mis, mais c'est d'autres apports qui ont été apportés par la collectivité, le passage d'un commissaire aux apports pour valoriser sous forme d'apport en industrie ou apport en nature. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment possible de valoriser, mais ce qui est important, c'est de déterminer ce que vous faites, de compter ce que vous faites au fil de l'eau, que ce soit du temps passé, que ce soit autre chose, quoi. Et ça, vous pourrez le valoriser à un moment ou à un autre. Euh, et à voir après si c'est pertinent que ce soit la collectivité qui le fasse plutôt que des outils de mutualisation. Ou alors, la collectivité peut le faire s'il y a plusieurs projets. Comme ça, sur 5 projets, il y en a un ou deux qui sortiront, quoi. Ok. Moi, j'ai une question, Guillaume. Pourquoi sur les Pyrénées-Orientales, à Banyuls, vous avez plutôt choisi le scénario de faire une seule société de projet pour toutes les éoliennes avec KTNR et pourquoi vous avez abandonné l'autre scénario qui était on fait un seul développement, mais après, il y a deux sociétés de projet pour investir et exploiter. Engie qui s'occupe de ces éoliennes et puis KTNR qui s'occuperait de la tienne. Et ben, là, on va dire qu'on est encore en phase d'expérimentation. Donc, l'idée, c'est de voir les deux, justement, à voir ce que ça donne. Moi, à titre personnel, j'ai plutôt un penchant pour cette solution, une société avec tout le monde dans le même bateau, parce que je trouve qu'on oppose trop souvent les développeurs et les territoires. Et si en plus on fait deux sociétés de projet, c'est peut-être juste de l'esprit, mais pour moi, une société de projet commune, ça veut dire que bah, on partage, on apprend à travailler ensemble. Et le développeur faut savoir que le développeur, il va facturer à la société de projet les études de développement, puis probablement le chantier, puis probablement l'exploitation. S'il est coactionnaire de cette société de projet, il va peut-être un peu moins essayer de survendre les choses parce que bah, lui, s'il essaie d'arnaquer, entre guillemets, la société de projet, il se fera arnaquer 60%. Alors, deux sociétés à part, en fait, dans les deux cas, il y a des avantages et inconvénients, mais si vous vendez des choses, il peut avoir intérêt à un moment à privilégier sa société de projet plutôt que la vôtre. Donc voilà, moi je pense que c'est bien de les rassembler, mais peut-être que l'avenir nous dira qu'en fait, il vaut mieux que ce soit deux sociétés à part et dire on a développé ensemble et par contre maintenant c'est chacun de son côté. Mais je pense qu'il y a une logique quand même d'optimisation, que l'exploitation, la maintenance soit faite par une seule structure parce que c'est un seul et même site, quoi. Ok, merci. On peut faire appel à votre AMO n'importe où en France, pas qu'en région Languedoc-Roussillon, du coup. Alors oui, ponctuellement, là aujourd'hui, là je bosse avec un projet en Charente-Maritime où c'est relecture de documents, c'est deux, trois réunions téléphoniques, relecture de documents. Mais clairement, moi j'ai une vision assez généraliste parce que j'étais développeur. Pour être honnête, je suis spécialiste en rien, mais je connais un peu plein de sujets. Donc il faudra probablement un moment, si vous avez besoin, aller chercher un juriste ou aller chercher des gens en plus. Mais n'hésitez pas à nous solliciter en tout cas. Moi aujourd'hui, je travaille vraiment plus dans le cadre, même si à la base je suis une ERCOP, du réseau régional énergie partagée en Occitanie qui s'appelle Éclair. Donc, je passe par là en Occitanie. Et par contre, en dehors, vous pouvez me contacter en direct, vous demandez mes coordonnées à Arnaud et il peut y avoir des offres. Ouais. Merci. Ça sera avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume. Merci. Ok, merci, Guillaume. À bientôt. Au revoir. Au revoir.